des ressorts de l'exercice? J'ai envie de dire, ça pourrait se résumer par deux volets. En deux volets, Québec qui revoit à la baisse ses prévisions budgétaires, rien de surprenant. Là. Le ministre Girard parle d'une fin d'année financière difficile, mais surtout projette une année tout aussi difficile, j'ai envie de dire, l'année prochaine, en 2024, c'est-à-dire que la croissance devrait graviter autour de 0,7 % en 2024. On anticipait il y a quelques temps une croissance d'1,4 % déjà. On est sous la barre du 2 %, mais là, dans ce cas-ci, ça stagne, disons-le de cette façon-là. Vous savez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on parlait de stagflation, de moins en moins de cette crainte de récession, mais bien que l'économie stagne sur le long terme alors que le coût de la vie augmente. Ben, c'est un peu ce qu'on constate avec les prévisions de Québec aujourd'hui. L'autre volet, ce sont les investissements supplémentaires qui ont été annoncés. On va injecter 4,3 milliards de dollars pour, et je cite là, stimuler avec des actions ciblées là, des besoins qu'on ressent au sein de la société. Et le 4,3 milliards de dollars, c'est important de le dire, c'est sur une période de 5 ans. C'est pas d'ici quelques mois, là, d'ici le budget. On cible le logement. Et quand je dis logement, c'est logement, mais également il y a un volet qui est itinérance. Donc on peut parler de l'accès au logement au sens large. Concernant très spécifiquement l'accès au logement, on parle d'investissement d'1,8 milliard de dollars. À ça, on ajoute le volet itinérance, c'est-à-dire que le gouvernement Legault injecte des sommes additionnelles de 22 millions par année pour la construction de refuges d'urgence, d'aide aux municipalités, pour tenter, je dirais, d'aider ces gens qui se retrouvent dans une situation plus que précaire. Là. À ça, on ajoute également 2 milliards de dollars par an à des dépenses liées à ce qu'on appelle l'indexation des aides fiscales. Concrètement, c'est quoi cette indexation du régime fiscal? On parle de quoi? On parle du fait d'indexer à l'augmentation du coût de la vie les déductions et les crédits d'impôt auxquels on a droit. C'est-à-dire que comme le coût de la vie augmente de façon notable, on se dit, mais on va augmenter justement les déductions, les crédits d'impôt auxquels on a accès. Le gouvernement augmente, à titre d'exemple, le seuil maximal de la première tranche de revenus imposables d'environ, je dirais, 50 000 $ à presque 52 000 $. Je vous donne quelques exemples parce que ça touche le quotidien des gens. Là, le montant maximal de l'allocation familiale va passer de 2 780 $ à 2 920 $. Donc, c'est 140 $ de plus. Le montant maximal pour le crédit d'impôt pour la solidarité pour une personne qui vit seule là, va passer de 1 160 $ à 1220 $. Donc, des augmentations également concernant le plafond de frais de garde admissibles pour les enfants de moins de 7 ans, une augmentation pour le montant maximal de prime du travail pour un couple ayant un enfant. Vous allez voir, là, il va falloir décanter, aller voir ces chiffres si ça vous touche, mais dites-vous qu'on relève ces déductions-là. Et il y a également des sommes qu'on avance pour la transition climatique. Ouais, et justement, Ulysse, vous voulez nous en parler de ces sommes investies pour cette transition? Oui, on parle de 900 quelques millions de dollars sur une période de 5 ans. C'est 960 millions de dollars pour être plus précis. Dans la mise à jour, l'argumentaire du gouvernement, j'ai envie de dire, tient la route. Là, on n'emploie pas le terme urgence ni nécessité d'agir, mais du moins, c'est ce qu'on sous-entend. Outre les chiffres, on rappelle que les changements climatiques, c'est un enjeu planétaire, que ça a un impact sur l'économie, le social, la santé, les infrastructures publiques. On rappelle, et ça, je trouve ça intéressant de rappeler, parce que vous allez voir, les sommes investies sont en lien avec ça. On parle beaucoup de cette vague de chaleur, des feux de forêt, comme quoi près de 5 millions d'hectares de forêt ont brûlé cette année. Normalement, c'est 47 000 hectares qui brûlent annuellement. Là, on est à 5 millions d'hectares, c'est beaucoup plus. Et là, on investit 900 millions de dollars. Mais 900 millions de dollars, on parle de quoi en termes d'investissement? Mais on cible des adaptations à des réalités desquels on ne peut pas se défiler. Je le dis de cette façon-là, mais je donne un exemple. 405 millions de dollars pour permettre des initiatives pour appuyer les communautés, les secteurs forestiers en réponse justement aux feux de forêt. Donc, on est dans une réalité qui est bien concrète. On n'est pas dans une prévention pour les 50 prochaines années. Là. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour réagir
sur ce qu'on a fait. Et 900 millions de dollars, bon, ça s'ajoute à plusieurs autres types d'interventions. Il ne faut pas résumer le tout, mais faites le calcul, là, c'est quoi? C'est 125 millions environ annuellement, là, parce que c'est sur une période de 5 ans. Ça reste tout de même peu. Ça s'ajoute à d'autres annonces, il faut dire. Là, je ne suis pas en train de minimiser, loin de là, mais simplement dire qu'on investit surtout dans des réalités qui nous ont frappés au cours des derniers mois, au cours des 2 dernières années. D'ailleurs, on parle de nouvelles réalités. Bien écoutez, c'est quand même quelque chose dont on parle depuis un certain temps, là, que les changements climatiques et les impacts que ça peut avoir en termes d'incendies, d'inondations. Bien, dans ce cas-ci, ce sont vraiment des initiatives pour réagir à ce qu'on a vécu dans les dernières années. Et là, Ulysse, les 900 millions de dollars investis, ça représente 20% des investissements additionnels annoncés aujourd'hui par le gouvernement. Oui, et je me rappelle, je voulais souligner parce que je me rappelle d'une discussion que j'avais eue en 2021 avec François Delorme, qui est un professeur spécialiste en finances publiques et en économie de l'environnement de l'Université de Sherbrooke, qui est un collaborateur également du GIEC. Là. On parlait à l'époque de cette relance post-pandémique. Est-ce qu'elle allait être verte ou verte teintée de brun, là, ça restait à voir. Et il avait dit, bon, il était revenu, je voulais souligner sur une expression, lorsqu'on parle de relance verte, il disait, écoutez, il y a 2 mots, il y a relance et il y a verte, et on ne doit pas mettre la même taille de police. C'est le terme qu'il disait pour relance et pour vert. Il disait pour la relance, on doit mettre le Arial 12, tandis que pour le vert, c'est du Arial 15. Je le souligne parce qu'il y a plusieurs... l'image, c'est efficace. Ben, et si vous jetez un coup d'œil, et là, on se tasse un peu du volet québécois de l'annonce d'aujourd'hui, mais il y a plusieurs études au cours des dernières années qui ont été publiées par des organismes reconnus à l'échelle mondiale, que ce soit l'OCDE, l'Agence internationale de l'énergie, qui constatent que plusieurs annonces d'investissement pour la transition verte, la transition climatique, mais que ça reste beaucoup moindre en termes de pourcentage que les investissements qui ne sont pas liés à la transition, qui ne font pas face à cette transition-là. Ce qu'on disait, c'est que les mesures vertes, là, en 2021, ce qui avait été annoncé à l'époque, ça représentait 17% de des sommes globales allouées par les pays de l'OCDE. Ça veut dire que 83% des fonds alloués qui ne sont pas en lien du tout avec la transition, bon, que ce soit lié à la transition énergétique, mais surtout la transition climatique. Et l'autre aspect que soulignent ces études, je le dis très très simplement, c'est qu'est-ce qu'une mesure verte, des mesures pour faire face à des réalités concrètes. Et comme je vous le disais, dans le cas de ce qui a été annoncé aujourd'hui, si on boucle la boucle avec la mise à jour économique, là, bien, ce sont des mesures qu'on doit mettre en place parce que ces réalités sont déjà présentes. Donc, on est dans un phénomène de réaction en quelque sorte, là. Ulysse, on va changer complètement de sujet. On va parler d'Ubisoft maintenant parce que le géant français du jeu vidéo supprime près de 100 postes au Canada, dont la très vaste majorité ici au Québec. Oui, on parle de 98 postes au Canada. Ça représente moins de 2% de la main-d'œuvre au pays. Il faut dire, le Québec constitue le centre névralgique des activités d'Ubisoft au pays. Il y a des studios à Montréal, mais également à Québec, Sherbrooke, Saguenay. Donc, la vaste majorité de ces 98 personnes se trouvent où? Bien, au Québec. Je ne les ai pas par bureau, là, mais on parle de 84 postes qui disparaissent au Québec. On dit que cette décision n'a pas été prise à la légère, que tout avait été fait pour rationaliser les dépenses. Mais je le rappelle, lors du dernier rapport annuel, là, on parlait de pertes de plus d'1 milliard de dollars canadiens pour Ubisoft. Et ce ne sont pas des... Lorsqu'on regarde les rapports annuels, vous savez, il peut y avoir des pertes une année qui s'est liée à des investissements majeurs dans certains secteurs, dans les bâtiments qu'on doit construire et tout ça. Dans le cas d'Ubisoft, c'est pas le cas parce que les ventes l'an dernier ont enregistré un recul de 18%. Donc, vous voyez, on doit réacheter le tir. Mais on est vraiment dans ces annonces là, depuis quelques semaines. C'était le cas hier avec CGI, quelques mises à pied. TVA, la semaine dernière, on en a parlé ensemble. Là. On voit qu'après avoir réduit les offres d'emploi, ça s'est passé de cette façon-là, hein, disons dans les derniers mois, bien là, on est rendu vers les mises à pied pour plusieurs groupes. C'est le cas pour Ubisoft. Hein. Ulysse Bergeron, journaliste économique au quotidien Le Devoir, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Salut, à jeudi. Merci. Salut. 16h49.